deuxième rencontre avec les élus futurs, les élus sortantes et les candidats pour les élections européennes. Et on a Pierre Rivet et Mme Lalue ici qui vont nous expliquer un peu son programme. Et nous pouvons aussi parler avec eux sur la devise de la gauche, parce que là on a deux représentants de la partie socialiste et place publique, donc c'est quelque chose d'intéressant pour changer. Là je vous donne la parole et je vous donne la parole, Madame la Présidente, pour dire quelque chose. Alors, pour commencer, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé et surtout cette rencontre se passe à un moment assez important et crucial parce que nous sommes la veille des élections européennes et ces élections pour nous, les journalistes étrangers, c'est quelque chose de très important parce que nous représentons les pays du monde entier. Bien sûr, les pays qui font partie de l'Union européenne, mais aussi les pays de l'Afrique, de l'Asie, des Amériques. Et les élections européennes, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que c'est l'avenir de l'Europe qui se joue maintenant. L'avenir dans le domaine de la politique internationale, climat, politique budgétaire, etc. Alors, si vous voulez, c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est connaître le point de vue, c'est ce qu'Elma vient de dire, les différentes divergences entre les différents partis politiques qui seront représentés. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu. Notre association, c'est la plus ancienne association en activité actuellement en France, qui regroupe des journalistes étrangers. Nous fêtons 80 ans cette année, mais en fait, nous sommes les héritiers du syndicat de la presse étrangère qui fonctionne depuis 1879. Et actuellement, nous comptons à peu près plus de 200, presque 300 membres. La plupart, ce sont des journalistes actifs qui travaillent toujours pour un média étranger. La plupart est accrédité auprès du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, notre rôle, c'est de leur faciliter le travail, de nouer le contact par le biais de notre association avec les acteurs de la vie politique, culturelle, sociale ici en France. Et notre rencontre, nos rendez-vous politiques qui sont initiés par Emma, notre secrétaire général, ça tombe dans le cadre de ces activités. Alors encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui et je vous laisse la parole. Donc on est ravis de vous avoir avec nous. Vous venez de deux porte-parole. Moi je suis Aurore Lalue, je suis députée européenne, sortante. Je travaille sur les questions économiques, monétaires, financières et fiscales et d'emploi. Je suis économiste de formation et je suis la responsable des questions fiscales pour les sociaux-démocrates au Parlement européen. Pour vous dire un peu d'où on parle l'un et l'autre. Je vais vous présenter tout de suite peut-être. Allez, comme ça c'est fait. Donc moi je suis Pierre Jouvet, je suis maire de Saint-Vallier dans la Drôme, qui est une commune rurale de 4500 habitants, président d'une communauté de communes qui s'appelle Porte de Drôme-Ardèche, qui est une communauté de communes entre la Drôme et l'Ardèche d'un peu plus de 50 000 habitants. Secrétaire général du Parti Socialiste, troisième sur la liste Réveillez l'Europe conduite par Raphaël Glucksmann et co-porte-parole de cette campagne avec Aurore. Et moi je suis un peu... Aurore, c'est notre grande chef économiste, fiscalité, économie, etc. Moi je suis un peu le monsieur village et territoire. Vous voyez, c'est le gars qui va partout en France, là où personne ne va et où il faut se battre contre l'extrême droite. Voilà, la France profonde, la plus profonde. Voilà, on est complémentaires, Pierre et moi. Que vous dire sur les questions internationales? Vous avez parlé des questions internationales, je vais rebondir là-dessus. C'est une question éminemment importante. Et on le voit, enfin pour nous ça l'a toujours été. Je pense que vous savez que du côté de la délégation, puisqu'en fait, Place Publique et le Parti Socialiste, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Hein. On est ensemble au Parlement européen dans une délégation ensemble.
toujours eu une ligne très précise sur les questions internationales, qui est de ne pas faire de poids, de mesure, et de partout défendre les droits humains, partout défendre le droit international, ce qui a été voilà, peut-être la spécificité de notre ligne quelque part avec Raphaël. On voit aujourd'hui que les questions internationales sont au cœur des préoccupations des Français. C'est-à-dire que souvent on dit oh, les élections européennes c'est loin, etc. L'abstention ne cesse de réduire à chaque élection en France quand il s'agit des européennes. On pensait souvent que c'était un peu une élection boudée, que l'Europe ça n'intéressait personne, etc. C'est pas vrai. L'Europe ça intéresse de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait on voit bien que ça a un impact au quotidien. Quand on parle de l'inflation, on parle d'Europe. Quand on parle de la question agricole, on parle d'Europe. Quand on parle de ce qui se passe en Ukraine, on parle d'Europe. En fait, tout le temps, on parle d'Europe sans le dire, et on sent au sein de la population française d'aujourd'hui qu'à côté des questions de pouvoir d'achat, d'inflation, d'inégalité, qui sont des vraies préoccupations, il y a aussi la préoccupation internationale aujourd'hui qui est importante. Donc, on continuera à défendre une ligne qui a toujours été très claire sur la question du respect des droits humains et du droit international durant cette campagne. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le fait que nous poussons à ce que l'Union européenne sorte d'une forme de naïveté par rapport à certains de ses partenaires et fasse aussi, quand c'est nécessaire, une dose de protectionnisme vert et une politique commerciale peut-être un peu moins, disons, passive et plus proactive, fasse finalement ce que les États-Unis ont fait au moment du plan de relance et du Inflation Reduction Act. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille que l'Europe se replie sur ses frontières. Moi, je vais vous dire, pendant 5 ans, j'ai été marquée par quelque chose au Parlement européen, c'est que la question des pays dits en voie de développement était absente. Par exemple, quand on parlait, je m'occupe des questions fiscales, quand on parlait de la question de la taxe sur les transactions financières, avant la taxe sur les transactions financières, c'était fait normalement pour pouvoir aider à l'aide au développement, etc., etc. Et là, ces dernières années, on voit que le sujet, c'est comment la taxe sur les transactions financières pourrait venir alimenter le budget européen. Bref, le fait d'avoir une politique commerciale qui muscle un peu plus, qui soit un peu plus mordante, disons. Le fait que l'Union européenne sorte du fait d'être uniquement un marché unique et s'assume en tant qu'entité politique, et donc accepte l'idée aussi qu'il y a un rapport de force, même avec nos alliés que sont les États-Unis par exemple, et bien tout ça n'implique pas le fait qu'il ne faille pas avoir une vision généreuse aussi au niveau mondial. Voilà. Et que la question de la solidarité internationale doit être importante, et je suis assez choquée que finalement elle n'apparaisse pas dans cette campagne. Donc notre ligne, ce sera très simple. 1. Reproduire sur le continent européen, à travers un Buy European Act, réindustrialiser le continent dans une perspective de transition écologique, faire en sorte que l'Union européenne s'assume comme entité politique face à la Russie, face à la Chine, face aux États-Unis, parce que je pense aussi que le monde en a besoin. Et ce qui implique aussi de faire un saut fédéral sur certains sujets, nous donner les moyens de nos ambitions en finalisant la construction européenne, c'est-à-dire qu'on est un marché énorme, on n'a pas de budget. On a un budget qui est inférieur à celui de la France. Ça veut dire qu'il va nous falloir à un moment une fiscalité propre. C'est pour ça que j'ai lancé une initiative citoyenne européenne avec Paul Magnette, des millionnaires, Thomas Piketty, etc., qui nous permet à 1 million de signatures d'avoir une proposition de la Commission européenne sur la fiscalité des ultra-riches. Je serai d'ailleurs à Milan prochainement, à Rome, à Bologne, pour aller voir des millionnaires, pour le lancement de cette campagne aussi en Italie et en Allemagne, etc., prochainement. Mais aussi cette idée d'avoir une Europe de la défense, une Europe de l'industrie, d'outiller l'Union européenne correctement, en fait, comme une vraie puissance politique, ne nous empêchera pas d'avoir une vision qui est une vision généreuse au niveau international et de défendre la solidarité internationale. Je tiens à le dire parce que c'est quelque chose dont on ne parle plus beaucoup ces dernières années. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous voulez poser des questions peut-être? Ou qu'on continue? C'est peut-être mieux pour vous dans l'échange. On voit que vous avez fait un panorama général. Moi j'ai une question,
sinon, on peut continuer longtemps. On Non, parler non, longtemps. c'est mieux. Il faut nous arrêter, mais c'est mieux les questions. Moi, je voudrais vous poser une question. Alors, attendez. Il y a des micros. Ah oui, vas-y. Oui, Allez. Non, vas-y, Stéphane. Il y a 2 micros. Il y a 2 micros. et moi je voudrais vous poser une question. puisque Allez-y, madame. Actuellement, nous avons le président Xi Jinping qui est là. Oui. Pensez-vous que l'attitude de notre président est la bonne attitude dans ce qu'il essaie d'obtenir de la Chine, si vous voulez, pour la France et pour l'Europe? Non. Non, voilà, c'est ça. Je Il y a voudrais Madame- savoir quelle est Il y a votre Madame Van der position. Leyen qui est présente. Non, et pour dire les choses clairement, en fait, pardon, hein, il y a certains. Le fait que le chef de la Chine, ça finalement, Chef suprême, oui. voilà, soit sur le territoire français, bon, oui, enfin, voilà, il faut discuter, c'est normal, il n'y a pas de sujet. La question c'est comment on le reçoit. C'est comment on le reçoit. Absolument, vous avez tout à fait raison par rapport à la façon dont on a reçu le russe, c'est Monsieur Poutine. Monsieur Poutine, on a sorti les fastes de la République, et même plus que les fastes de la République, je peux dire, Versailles. c'était à Versailles. Ça ne change rien. Ce sont des gens qui comprennent une seule chose, c'est le rapport de force. Pour se faire respecter, il faut faire du rapport de force. Voilà. Donc nous, on n'a strictement rien avec cette rencontre. Par contre, on est très mal à l'aise avec la façon dont elle se fait. Très mal à l'aise aussi, parce que je vais vous dire, nous, on représente un candidat qui s'appelle Raphaël Glucksmann, dont les services auxquels les services français ont fait état du fait qu'il y avait une entreprise de déstabilisation à son encontre orchestrée par le gouvernement chinois, par le pouvoir chinois, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, comment dire, et qu'il est interdit d'aller en Chine, lui et sa famille. Donc, je veux dire, c'est pas un mini-sujet, le fait qu'une tête de liste aux européennes soit victime d'une entreprise de déstabilisation du pouvoir chinois. C'est pas un mini-sujet, ça, en fait. Hein. Et je pense que Raphaël Glucksmann n'est peut-être pas le seul, d'ailleurs, à être dans ce cas. Par ailleurs, la politique commerciale de la Chine, en ce moment, est excessivement agressive. Je veux dire, vous connaissez le dumping, et c'est vieux comme le monde, le dumping. On a vu, pour pouvoir se développer, certains pays doivent faire du dumping, et voilà. Là, on est dans autre chose. On est dans une entreprise qui vise à totalement détruire tout type de concurrence et tout type d'autonomie stratégique, en fait. On le voit, nous, avec la question des panneaux solaires, par exemple, où c'est même plus du dumping à ce niveau-là. Donc, quand on est face à un État qui... il y a la question des Ouïghours, il y a la question de la déstabilisation de l'Occident, il y a le fait qu'il y a une amitié illimitée avec Vladimir Poutine, c'est quand même le mot qui a été choisi par le pouvoir chinois, on ne le reçoit pas de manière très chaleureuse, etc., en imaginant que avec de la calinothérapie et les fastes de la République, ou même avoir accès à l'intimité familiale du président de la République, ça va tout d'un coup le rendre comme un petit chaton très sympathique et bisounours. Je ne crois pas. Donc on est choqué par la façon dont cette rencontre se fait. Alors, vous trouvez la présence de Madame Van der Leyen inutile à Élysée? Non, mais le problème, c'est pas la présence de Mme von der Leyen. Et c'est pas la problématique, ce que dit Aurore est parfaitement juste. La question n'est pas la question de la relation diplomatique. Quand on gouverne et qu'on dirige un pays comme la France, on se doit d'avoir des relations diplomatiques qui sont des relations diplomatiques importantes avec tous les États. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le rôle d'un président de la République française est d'être en capacité de discuter avec les chefs d'État. Et c'est la même chose pour Mme von der Leyen qui est associée. Le problème, c'est la vassalisation qui en est faite. Aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, se comporte comme un vassal avec le président chinois. On est dans une situation, quand même, prenons un exemple d'illustration qui est flagrant. Au moment où le président chinois atterrit sur le tarmac de l'aéroport en France, vous avez le ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, qui indique qu'il va passer un contrat stratégique avec les industriels de l'automobile pour faire prendre aux industriels de l'automobile le virage du tout électrique. Bien. Vous avez dans le même temps le même président chinois qui, en 2005,
lors du congrès du Parti communiste chinois, a indiqué dans une motion qu'il a fait voter par les membres dirigeants de son parti à l'unanimité que l'objectif stratégique industriel de la Chine était de vider l'Europe de toute capacité de production liée à l'énergie solaire et aux énergies électriques, panneaux solaires et voitures électriques, en subventionnant de manière massive et donc dans une concurrence totalement déloyale l'industrie liée aux panneaux solaires, qui a amené quoi? En 2005, 70% de la production mondiale de panneaux solaires était faite en Europe, avec une concentration notamment très importante en Allemagne. En 2024, 90% de la production de panneaux solaires est faite en Chine. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois a décidé de subventionner à hauteur de 50% tout investissement d'entreprises chinoises qui allait sur les panneaux solaires. C'est la même chose qui est en train d'être reproduite sur les voitures et sur les batteries des voitures électriques, et jamais le président français ne met dans la discussion, et Mme von der Leyen non plus, la question des discussions stratégiques liées à l'industrie entre l'Europe et la Chine. Ce qui nous amène dans des situations absolument ubuesques, où sur les panneaux solaires, et c'est la même chose sur les voitures électriques, on a des droits de douane en Europe pour les panneaux solaires qui arrivent de Chine qui sont de 16%, et des droits de douane au Canada qui sont de 258% pour les mêmes panneaux solaires. Et si je vais juste en dessous aux États-Unis, vous avez des droits de douane qui ont été mis à 30% pour les panneaux solaires. Nous, ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas nous comporter en naïfs de la mondialisation, et notamment face à la Chine, qui est dans une stratégie de désindustrialisation de l'ordre du monde pour maîtriser les enjeux stratégiques liés notamment à la transition écologique de demain. Et l'enjeu, il est là. Et aujourd'hui, nous nous disons qu'on peut rencontrer le président chinois, on peut discuter avec lui, mais on veut que le président Macron discute avec le président chinois notamment du fait qu'il est aujourd'hui le premier sponsor, par exemple, de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Et c'est ça qu'on doit aussi mettre en avant. Sinon, vous êtes dans une relation diplomatique qui est déséquilibrée et qui affaiblit non seulement la France, mais aussi l'Europe. Alors, je ne veux pas enchaîner sur la Chine, mais je reconnais, je crois que l'opinion publique en France reconnaît que Raphaël Glucksmann est très ferme sur la Chine, sur la Russie, peut-être le plus ferme parmi tous les candidats. En revanche, ce que vous avez dit en propos d'introduction, que le Parti socialiste est le parti qui est le plus à point sur le principe de poids, de mesure, là il y a plus de critiques, notamment de la gauche, de la part de la gauche radicale, qui vous reproche que vous êtes bien pour les pauvres Ukrainiens, pour ainsi dire, mais pas pour les pauvres Palestiniens. Alors qu'est-ce que vous dites pour désamorcer ce reproche que vous violez en quelque sorte vous-même le principe de deux poids, deux mesures? Nous n'avons pas tremblé pour dire que le 7 octobre, il y a eu un pogrom en Israël. Nous n'avons pas bégayé non plus pour dire que le Hamas était une organisation terroriste. Nous n'avons pas bégayé non plus pour appeler à la libération des otages. Et nous n'avons pas bégayé non plus pour appeler à un cessez-le-feu. Je veux dire, il y a, notre ligne, elle a toujours été très très claire. On a toujours dénoncé ce qui s'était passé le 7 octobre. On a toujours dénoncé aussi la politique d'extrême droite de Netanyahou. On a toujours d'ailleurs soutenu, avant le 7 octobre, rappelez-vous des mobilisations en Israël, le nombre de personnes dans les rues face à Netanyahou. On n'a jamais tremblé, on n'a jamais bégayé sur ce sujet-là. Donc je comprends que on voit bien la tactique politicienne sur ce sujet-là, mais notre ligne, elle a toujours été claire. Savez-vous, juste un point de précision, qui est en Europe l'un des seuls dirigeants qui a demandé officiellement par son État et par l'Union européenne la reconnaissance de l'État palestinien? C'est Pedro Sanchez, qui est Premier ministre espagnol, mais qui est surtout président de l'Internationale socialiste,
qui est la voix de tous les socialistes, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. C'est notre ligne, et nous n'en changeons pas, et ça l'a toujours été. Donc, le reste, et Aurore vient de le dire à juste raison, ce ne sont que des fausses polémiques qui essayent d'être mises sur le devant de la scène pour empêcher le débat politique d'être tenu dans sa globalité. Mais nous sommes très clairs, de Odessa à Gaza, il n'y a pas de misère. Nous nous battons partout dans le monde face aux peuples qui peuvent être opprimés, face aux peuples qui peuvent être menacés. Et nous mettons tout autant d'énergie vis-à-vis du peuple palestinien, dans la défense des droits du peuple palestinien, que nous en mettons dans la défense du peuple ukrainien. Merci beaucoup, Madame la porte-parole, Monsieur le maire, Africain, Inch'Allah, Premier ministre. Je suis Khaled Sadoui, journaliste égyptien, je représente la presse d'Égypte et de l'Arabie Saoudite. J'ai deux questions, mais c'est une seule réponse, je pense, sont liées. La première, c'est pourquoi le PS a un groupe parti très très ancien, mais il est absent dans la scène présidentielle. C'est-à-dire le score, on est choqué en tant qu'observateur qu'on trouve par exemple Macron un petit parti vient de naître, ça a réussi, il a gagné même la droite de la gauche, il est issu de la gauche, mais quand il choisit Premier ministre, toujours il est de la droite. Pourquoi cette absence? Est-ce que, moi, en tant qu'observateur, je suis trésorier aussi donc, la France était très riche quand le gouvernement Jospin, de 97 jusqu'à 2022, était très très riche. Il n'y avait pas comme maintenant, endetté, etc. Donc, votre gérance était très bien économiquement. Pourquoi cette absence? Est-ce que le Français vous approche que vous êtes trop socialiste, trop humain avec les étrangers? Est-ce que c'est l'insécurité? Pourquoi cette absence? Deuxième question, sur les Européens, la droite, extrême droite, monte très très fort. En France et surtout en Europe. Quelle est votre stratégie pour contrarier ça? Est-ce que vous allez faire une alliance avec la gauche plurielle? Est-ce que vous allez faire avec Mélenchon pour contrarier ça? Parce que vous êtes une force, mais si vous êtes unis, mais malheureusement, il y a plus de... Voilà, ça c'est mes deux questions. C'est pardon pour Je commence par la fin. Vas-y. C'est une question large. C'est ça que je pense, parce que oui. sont liés. Mais tout à fait. Bien sûr. Sur la question union des unions, de toute façon les listes elles sont déposées, là, donc la question ne se pose plus. Nous on a toujours été très clairs dès le début de cette campagne, c'est-à-dire qu'on a toujours dit que l'alliance avec la France insoumise ne serait pas possible pour des raisons de ligne sur les questions géopolitiques et de rapport à l'Europe aussi. Je pense qu'on est beaucoup plus pro-européen, peut-être que, voilà, mais aussi sur la question, et surtout sur la question géopolitique. Ça a toujours été très clair. Voilà. La France insoumise disait on est à 80% pareil. Il venait d'ailleurs dans nos meetings, avant d'être un peu plus dur avec nous là, ces derniers temps, il venait dans nos meetings pour nous dire on est pareil, voilà, il faut qu'on fasse l'union, etc., etc. Non, les 20% qui nous séparent sur les questions, géopolitiques sont excessivement importantes pour nous. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'union possible avec la France insoumise lors des élections européennes. Et de toute façon, voilà, c'est fait. Après, je vais essayer de bien répondre sur la question du Parti socialiste. La montée de l'extrême droite se fait effectivement partout en Europe. Et je vais vous dire, j'en discutais avec un certain nombre de personnes. Par exemple, en Espagne, parce que souvent on dit oui, mais c'est parce que la gauche n'a pas été présente, tout ceci, cela. En Espagne, vous avez un gouvernement qui a fait exactement ce pourquoi il avait été élu. Il a augmenté les salaires, tout était là. Et n'empêche, il y a eu une vague quand même assez profonde. Donc, il y a des raisons qui sont peut-être liées à certaines histoires nationales, c'est sûr, mais malheureusement dans l'histoire, il y a aussi parfois des vagues idéologiques qu'il faut être en capacité de combattre. Il y a eu une vague après la Seconde Guerre mondiale qui était beaucoup l'idée d'avoir une prospérité partagée, de créer les conditions sociales de la paix, c'était ça qui était en tête.
est arrivée une vague après très néolibérale qui, je pense, a fait beaucoup de mal, a créé beaucoup de ressentiments, a beaucoup détruit ce qui nous permet de faire société ensemble. Et là, on arrive à une nouvelle vague qui est une montée des populismes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en France, hein, on le voit aux États-Unis avec Trump, on le voit en Europe de l'Est, on le voit partout en fait. Donc c'est quelque chose qui est très très présent. Donc il y a une vague quand même idéologique qui est bien là, même si je suis d'accord, il y a des spécificités nationales. Je tenais quand même juste à le rappeler avant de te passer la parole pour ta réponse. J'ai pas une réponse toute faite à votre question qui embrasse des sujets très larges. Ce que je crois, c'est plusieurs éléments. Quand la gauche a été au pouvoir entre 2012 et 2017, elle a malheureusement déçu. Elle a malheureusement déçu dans la politique qu'elle a mise en œuvre par rapport aux attentes qu'elle avait soulevées dans le pays. Et Emmanuel Macron, dans une forme d'effacement des clivages politiques, où on fait disparaître la droite, où on fait disparaître la gauche, est allé prendre et occuper un espace politique assez comparable en réalité à ce qui peut se produire dans d'autres pays et ce qui s'est produit dans d'autres pays, à une forme de gouvernement technocrate. Une forme de gouvernement technocrate qui, sans histoire, sans culture politique, sans ligne de fond mise à part celle du libéralisme, en réalité a voulu effacer les clivages dans une opposition permanente et unique face à l'extrême droite. Et où Emmanuel Macron a en réalité été élu, puis réélu, sur cette promesse de dire « je suis le barrage à la montée de l'extrême droite et au populisme, je suis celui qui fera disparaître l'extrême droite ». Chemin faisant, la réalité, 7 ans après son élection, entraîne que l'extrême droite n'a jamais été aussi haute en France, parce que les effets de sa politique ont créé tant d'inégalités, tant de fractures dans le pays, tant de ruptures, y compris dans la société, dans ce qui fait le corps de la France, qu'aujourd'hui on est dans un moment où on a besoin de reprendre un corps politique structuré à gauche que nous incarnons dans cette campagne et qui permet de donner une voie alternative à l'extrême droite. Et c'est en fait ce qui est aujourd'hui, nous, notre positionnement politique dans cette élection. Quand les libéraux ont échoué par les politiques qu'ils ont conduites, par l'affaiblissement du pays, la réponse, elle doit être aujourd'hui par une offre politique de gauche, et c'est la place que nous reprenons, est en réalité celle que nous n'aurions jamais dû perdre. Et qui fait par le jeu du balancier politique, par les déceptions, et parce que le peuple de France est un peuple vivant, qui a... on dit souvent que les Français n'aiment pas la politique, mais les Français sont passionnés de politique. Il n'y a pas un débat de politique qui n'existe pas dans un repas de Noël en France. Vous allez dans n'importe quel bistrot de ce pays, les gens parlent de politique, commentent la politique. Et donc, quand on est dans un peuple qui a su faire sa révolution en 1789, et qui régulièrement produit des aspects d'ébullition du peuple, ben vous devez être en capacité d'y répondre. Et je crois que c'est ça qu'on doit amener aujourd'hui, parce que finalement, l'offre amenée par l'extrême droite surfe aussi sur une forme de désespérance qui a été créée. Vous savez, moi je suis très frappé, je vous le disais dans mon propos introductif, je me déplace beaucoup en France et je ne suis pas parisien. Je n'ai jamais vécu ni à Paris, ni dans une métropole. Et il y a deux mondes en vérité dans ce pays, mais comme dans beaucoup de pays du monde. Vous avez le monde des métropoles, de la France qui va bien, qui se porte bien, qui pour beaucoup voit la mondialisation avec des effets bénéfiques, des effets heureux, etc. Et vous avez toute une partie de la France qui vit dans une forme de nostalgie profonde de ce qu'elle était par le passé, avec des services hospitaliers qui ont disparu, des services publics qui se sont amoindris, une offre industrielle qui s'est ramenée, tout ça par les effets de la politique qui a été conduite et construite par les libéraux, par la droite, et qui, quand elle s'accentue, apporte finalement deux possibilités de réponse. Soit une offre social-démocrate d'apaisement dans le pays que nous sommes en train d'apporter, et je pense que nous pouvons nous enorgueillir de dire que dans cette campagne, nous sommes la seule liste à amener de l'apaisement général dans le débat. Et c'est ce qu'on veut porter, de mener un débat de fond, structuré, structurant, pour donner aux Français à voir quel va être le modèle face auquel ils vont être confrontés demain et les solutions. Vous savez, je crois, et je terminerai là-dessus, qu'on a empêché, je
crois qu'on a empêché, et le jeu médiatique national a beaucoup participé de ça, on a empêché un débat démocratique serein en France lors des 2 dernières élections présidentielles. La France a un rapport particulier avec son élection présidentielle et avec son président ou sa présidente de la République, pour l'instant c'est qu'un président, dans le débat démocratique, dans la grande orientation qu'il donne pour le pays. Et quand vous n'avez pas un débat de fond sur une perspective d'avenir commune que vous donnez aux Français, là vous êtes dans des situations de crispation et de tension. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une société qui est morcelée, qui est fracturée, où des gens qui finalement vivent dans le même pays ne se parlent plus et ne se voient plus. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est refaire société. Et quelque part, dans cette campagne, c'est ça qu'on porte. C'est aussi pour ça qu'on veut porter une campagne heureuse, enthousiaste, en disant qu'on est là aussi pour redonner une perspective de sens commun aux Français. Merci. Moi, j'ai une question que je voudrais vous poser concernant la guerre russo-ukrainienne. En fait, depuis 2 ans, nous avons une guerre au port de l'Europe et je pense que ça fait aucun doute pour plus personne. Je voudrais vous poser 2 questions. En fait, il y a 2 ans, quand cette guerre a éclaté, Emmanuel Macron a pris une position qui a beaucoup déçu le pays comme la Pologne, la Slovaquie et l'Ukraine, parce que pendant 2 semaines, il faisait croire qu'il va réussir à raisonner M. Poutine, ce qui était d'une naïveté totale. 2 ans après, il se montre très belliqueux lorsque M. Zelensky est en visite ici en France, en déclarant que l'Europe va porter l'aide à l'Ukraine. Mais en fait, je pense que le poids de cette guerre est porté uniquement, essentiellement par l'Ukraine et par les États-Unis. C'est les États-Unis qui envoient les armes, qui envoient l'armement. L'Ukraine a très peur avec les élections américaines parce que l'issue de ces élections va avoir l'influence sur l'issue de la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas que face à ce risque, l'Europe devrait s'engager beaucoup plus dans l'aide au niveau de l'arme, concrètement, je pense, de l'engagement concret? Et deuxième question, l'Ukraine demande l'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que vous êtes pour ou contre de l'élargissement? Je ne parle pas de l'élargissement par rapport à d'autres pays, mais spécifiquement à l'Ukraine, parce que la situation est vraiment ça peut dégénérer, ça peut être très compliqué. Alors, très clairement, sur l'adhésion à l'Ukraine, on est pour. Ensuite, sur l'analyse que vous faites de la situation. C'est exactement ce pourquoi on dit que ces élections européennes, elles sont importantes, elles sont cruciales. Pourquoi? Parce que vous avez parfaitement raison, c'est malheureusement les États-Unis qui sont principalement en aide vis-à-vis de l'Ukraine. Et si Donald Trump arrive au pouvoir, c'est fini. Donc l'idée d'avoir une Europe de la défense, c'est pas une idée théorique où on se fait plaisir en tant qu'intellectuel, on se dit ah oui, ce serait bien. Non, c'est vital, c'est crucial. Et c'est pas que crucial pour l'Union européenne, c'est crucial pour les Européens. Je pense que personne n'a encore compris que Vladimir Poutine ne s'arrête pas. Il a toujours prévenu d'ailleurs, il faut écouter en fait Vladimir Poutine. Et malheureusement, certaines personnes ne l'écoutent pas. Il est toujours très clair dans ce qu'il avance. Et certains lui disent bon, il va prendre personne de territoire, il annexe, c'est pas grave, ça va le calmer. Non, il n'arrêtera pas en fait, c'est ça la réalité. Ça a toujours été notre ligne, toujours été notre ligne. Avec Raphaël Glucksmann qui n'a pas cessé d'alerter. Moi j'ai alerté sur notre dépendance vis-à-vis du gaz qui nous mettait en danger aussi d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Dépendance vis-à-vis de la Russie, par exemple, et lui a toujours alerté sur les questions de défense. La France, vous avez parfaitement raison là aussi, le gouvernement français a toujours eu une attitude très ambiguë. Très ambiguë. On a vu certains pays évoluer, sortir de leur zone de confort. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Suède, je pense à la Finlande, je pense au Danemark. Plein de pays qui ont su changer un peu leur point de vue et sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont pris aussi conscience des risques, tout simplement. La France, effectivement, en premier, n'a pas été claire et sur la question de l'envoi des armes, pardon, on n'y est pas. Donc on envoie quoi? On envoie 3 000 à 5 000 obus par mois, là où l'Ukraine en prend 20 000 par jour.
Enfin, c'est ça, hein, les chiffres. Il faut se rendre compte de la réalité. Donc, si vous voulez, quand nous, on voit le président Macron, c'est quelqu'un qui fait des coups de com' politiques en permanence, qui sort des petites phrases, on le sait, qui vont crisper la société, faire parler de lui pendant un jour. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Nous, on a vraiment aussi envie de porter un discours, et on le fait, à la fois sérieux, mais aussi qui apaise. On n'est pas là pour crisper inutilement une société qui est déjà assez tendue comme ça. Mais en fait, au lieu de dire on va envoyer des troupes, au lieu de dire quid du fait que l'arme de dissuasion massive soit maintenant européanisée plutôt que d'appartenir à la France, il fait toujours des choses comme ça, mais envoie des armes en fait. Envoie des armes. Je vous rappelle que c'est la France qui a refusé le fait d'avoir une priorisation des armes vers l'Ukraine. On est le 2e exportateur d'armes au monde. Où est-ce que vont nos armes aujourd'hui? Elles vont en Asie. Elles vont du côté du Moyen-Orient. Ça n'a aucun sens. Voilà, là, on avait besoin d'envoyer en priorité en Ukraine les armes, et c'est la France qui s'y est opposée, je le rappelle. Donc oui, c'est aussi pour ça que ce discours où à chaque fois le président Macron va pousser un cran plus loin, qui va stresser à juste titre une partie des Français, est profondément irresponsable. D'un côté, il a flatté Poutine là où il ne fallait pas le flatter. Il fallait être très ferme dès le début parce qu'il ne comprend que le rapport de force. Et ensuite, au lieu de parler de troupes au sol, les obus, quoi. Parce qu'à un moment, on peut envoyer les armes aux Ukrainiens qui, par ailleurs, enfin, ils meurent pour nous. C'est notre sécurité aussi qui est en jeu. Voilà. Les Anglais envoient beaucoup plus d'armes que nous n'envoyons. C'est une catastrophe. On est le 2e exportateur mondial. Allez-y. Oui, donc moi je voulais aussi revenir sur l'Ukraine justement, parce que je suis journaliste polonaise et aussi j'ai suivi de départ tout ce qui se passe, et je suis vraiment choquée que justement notre président Macron, au lieu d'aider, il provoque, parce que le fait de recevoir comme ça le président chinois qui est fournisseur d'armement pour la Russie, c'est la provocation. Donc déjà, il ne rassure pas les Français, donc il n'envoie pas les armes, là c'est vraiment concret pour le faire. Et ensuite, il provoque, il y a la provocation d'envoyer des troupes sur le sol, il y a la provocation pour recevoir de telle manière le président chinois. Donc, qu'est-ce que les autres partis ensemble, dans l'ensemble, comment vous pouvez faire le barrage parce que c'est quand même assez dangereux dans l'ensemble. Donc ça, c'est voilà, ma première question. Et la deuxième question, on sait que la France insoumise a mis en centre de sa campagne le conflit israélo-palestinien. Et vous, au centre de votre campagne, vous mettez quoi vraiment en premier lieu, comme point le plus important? Merci. Sur la question ukrainienne, pour y revenir d'un mot suite à ce que disait Aurore et par rapport à votre question, on voit toute l'incohérence de la gestion internationale d'Emmanuel Macron sur ce sujet. La semaine dernière, le maire de Kiev était présent à Paris et il a rappelé lui-même d'ailleurs qu'il n'y avait aucune demande des Ukrainiens d'envoi de troupes au sol. Et vous avez un président français qui godille sur la question. Il dit en septembre, il ne faut pas humilier Vladimir Poutine, pour ensuite dire on peut envoyer des troupes au sol, sans acte et sans ligne de cohérence. Et c'est un problème central. Nous disons aujourd'hui, là aussi sur ce sujet, l'Europe doit sortir de sa naïveté juvénile sur la question de la défense. Nous proposons une défense européenne cohérente, avec un budget de 100 milliards d'euros par an sur la table, pour permettre à l'Europe d'avoir une défense structurée et ensemble. On est dans un moment qui est, d'un point de vue géopolitique, sans doute le plus tendu depuis la chute du mur de Berlin. Vous l'avez rappelé tout à l'heure avec l'élection américaine. Donald Trump
c'est comme Vladimir Poutine. Il est d'une clarté absolue dans ce qu'il dit. Absolue. Si personne ne veut l'écouter par naïveté, parce que nous pensons une nouvelle fois. Par narcissisme. Et c'est exactement ça, parce qu'en vérité, c'est le narcissisme européen aussi. Nous pensons que nous sommes supérieurs à tout ça, qu'évidemment, grande patrie des droits de l'homme, nous arriverons à dépasser. Il y a un moment, quand vous êtes face à des tyrans, comme c'est le cas avec Vladimir Poutine, quand vous êtes face à des populistes dangereux, comme c'est le cas avec Donald Trump, vous devez vous organiser en cohérence pour la défense de vos intérêts. Concrètement, une question. Est-ce que vous êtes pour la création, par exemple, de l'armée commune européenne? Est-ce que vous êtes pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe? Parce qu'il meurt. Ça, on l'a dit. Oui, l'Ukraine, nous sommes pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne de manière très claire et totalement assumée. Aujourd'hui, les Ukrainiens meurent avec le drapeau ukrainien sur le dos, parce que c'est un modèle de souveraineté auquel ils croient quand ils veulent rejoindre l'Union européenne, et que l'Europe sera demain leur meilleure défense. Oui, nous devons aller plus loin vers un modèle de défense commune à l'échelle de l'Union européenne, ce qui n'est pas fait. Oui, nous devons mettre les moyens de protéger les concitoyens européens de toutes les attaques et les agressions extérieures qui pourront arriver demain. Oui, la France doit aussi renouveler son parc de défense nucléaire qu'elle ne renouvelle pas suffisamment, et nous devons relancer de manière concertée, là aussi, des discussions pour construire cette Europe de la défense dont on parle depuis des décennies et qui ne se fait pas, parce que là encore, on était sous protection, un coup des Américains, et puis après on se mettait en réserve, etc. Mais si là, le monde bipolaire tel qu'il a été construit, parce que c'est ça qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, c'est l'après-chute du mur de Berlin, et les alliances que nous pouvions faire avec les États-Unis, avec l'Angleterre, est en train de s'effondrer. Les alliances nouvelles entre la Chine, la Russie, qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait nouvelles, ou encore ce qu'on voit là avec Benjamin Netanyahou qui refuse le cessez-le-feu qui a été négocié hier. Tout ça est dans un monde où on voit bien qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux. Et je crois qu'on doit vraiment reprendre la force qu'on n'aurait jamais dû perdre. Je voudrais revenir sur le thème de l'extrême droite, mais d'abord, juste un petit point sur l'OTAN par rapport, parce que la France normalement prend une distance, disons, de l'OTAN, juste à faveur de la défense européenne. Je voudrais savoir un peu votre avis là-dessus. Après, sur l'extrême droite, parce qu'il y a un sujet qui obsède l'extrême droite, c'est la migration. Et donc, il y a aussi une politique européenne de migration, notamment menée pour Frontex. On a maintenant le 3e sur la liste de Bardella, qui est l'ex-président de Frontex. Je voulais savoir un peu votre avis sur la politique européenne migratoire, notamment avec les pactes avec la Turquie, la Libye, etc. Sur la question autodéfense. Il y a un moment, si on n'a pas, tous les débats autour de l'OTAN, si on n'a pas une Europe de la défense, il n'y a pas de débat à avoir sur la question de l'OTAN, soyons très clairs. Il nous faut vraiment une Europe de la défense. Et je rebondis juste sur la question de l'armée européenne commune. Nous, il n'y a pas de sujet, on peut être parfaitement pour. Mais là, en fait, j'insiste vraiment, nous, notre priorité, c'est de dire à chaque fois qu'il nous faut des armes et des armes. Donc oui, on peut créer une armée commune, etc., etc. Mais vraiment, avant toute chose, revenons aux basiques. Et là, à l'urgence, avoir un fonds qui nous permette de faire, d'ailleurs, ce qu'on a fait au moment des vaccins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment des vaccins, c'était la Commission européenne qui jouait un peu le rôle de centrale d'achat. Mais c'est exactement ça qu'il nous faut aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, on va insister pendant toute cette campagne pour dire que sur la question de l'Europe de la défense, l'enjeu c'est d'avoir des armes. Voilà, c'est là tout de suite maintenant. Ensuite, sur la question des migrations, il y a deux lignes qui nous guident. C'est la question de la dignité et la question d'efficacité aussi. Sur la question de la dignité, on est sur un continent qui est capable à la fois du pire et du meilleur. On va essayer de laisser de côté un petit peu le pire et essayer de penser au meilleur sur notre continent. On est un continent
qui se définit pas uniquement par ses frontières, mais aussi par ses principes. C'est pas possible ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui. C'est juste pas possible de voir des gens qui se noient et qu'on n'aille pas les repêcher, qu'on n'aille pas les aider, qu'on n'aille pas les sauver, tout simplement. Le pacte asile-immigration tel qu'il est conçu aujourd'hui ne prévoit pas ça. Sur la question de l'efficacité et de l'organisation de la migration, on ne sort pas totalement non plus de la logique de Dublin, avec la proposition telle qu'elle est faite du côté du pacte de stabilité française. C'est la déformation économique du pacte asile-immigration. Bref, en fait, on n'y est pas. Nous, ce qu'on proposerait, ce serait plutôt d'avoir des voies légales d'immigration et des passeports finalement de travail qui permettent de faire en sorte qu'on arrête aussi l'hypocrisie, dans le sens où tous ceux qui nous disent que l'immigration zéro, il faudrait l'immigration zéro, etc., ça n'existe pas, mais dans aucun monde. Ça n'a d'ailleurs jamais existé. Voilà, c'est pas quelque chose, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On parle de populisme, bah là, typiquement, on y est. Et qu'est-ce qui se passe? On voit des gens qui arrivent dans des conditions absolument terribles aujourd'hui en Europe, qui doivent arriver par la mer, etc., qui après se retrouvent dans la rue, et qui, à la fin des fins, finissent par travailler et sont régularisés. Parce que la première qui a régularisé massivement au niveau européen, qui sait, ces derniers pas, c'est Mélanie aussi, c'est l'extrême droite aussi, ces dernières années, l'année dernière ou cette année, qui a 400 000 personnes qui ont été régularisées. Donc à un moment, il faut arrêter en fait l'hypocrisie. S'il n'y a pas d'immigration en France, par exemple, mais notre industrie touristique, qui est quand même quelque chose d'un tout petit peu important, me semble-t-il, elle n'existe plus. Parce que qui travaille dans les cuisines aujourd'hui, etc. Notre système, nos services publics, une partie s'effondre aussi. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On a besoin d'une migration qui soit organisée, assumée. Ce sera mieux en fait pour tout le monde. Et en revanche, le côté on exporte notre politique migratoire à des puissances qui ne nous sont pas forcément favorables, ça commence aussi à bien faire, je pense, et c'est là aussi on est dans une hypocrisie totale, c'est-à-dire que ceux qui se présentent comme des patriotes sont prêts à laisser le pouvoir à la Turquie sur ces questions-là. Je n'ai pas trop envie que ce soit Erdogan qui décide pour nous, en fait. Concrètement, comment faire suivre, gérer cette ligne dans le Parlement européen et faire pression à la Commission européenne restaurer des quotas, comment vous voyez ça concrètement? L'idée, c'est d'avoir justement des visas de travail qui permettraient d'avoir cette facilité d'aller et venir. Après, on va dire, il va falloir mener la bataille au sein du Parlement européen. Autant vous dire que les prochaines élections sont cruciales sur ce sujet-là. Et on voit une poussée d'extrême droite. Nous, on fait tout pour pouvoir la contrer. Maintenant, il va falloir aussi savoir comment la droite va se comporter avec l'extrême droite. Et on l'a déjà vu à la fin de ce mandat-là, certains sujets qui pouvaient passer très bien sur les questions environnementales, parce que c'était assez consensuel, tout d'un coup étaient mis en difficulté quand ils ne passaient plus parce que la droite regardait un peu trop vers l'extrême droite et adoptait son comportement. Ben là, ça va être la même chose. Quel va être le positionnement de la droite lors de ce prochain mandat? On va voir. Mais par ailleurs, juste un petit point sur les questions d'immigration, c'est quand on regarde, vous avez quelqu'un à côté de moi qui a fait, je ne sais pas combien de déplacements, je ne sais pas si ça en a fait 70, 80, je ne sais même plus à la fin des fins, sur le territoire français. Je ne pense pas que la question des migrations et de l'immigration soit la première question, la première interpellation que Pierre ait eue. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais eu sur les déplacements qu'on a pu faire. À chaque fois qu'on fait des déplacements, on ne parle pas de ce sujet-là. On nous parle de mon salaire, on nous parle de j'ai plus accès à l'hôpital, je suis stressée parce que je dois accoucher et que je me rends compte qu'aller à l'hôpital, ça va prendre tant de temps, etc., et que je ne veux pas accoucher dans ma voiture. On parle de l'école. En fait, on parle, c'est ça, les sujets finalement dont les Français, quand on est sur le terrain, nous parlent, et c'est vraiment pas les questions d'immigration. Non, et l'extrême droite, en réalité, crée dans ce pays une atmosphère
et un racisme d'ambiance. C'est un racisme d'atmosphère qui laisse en surplomb. Parce que la vérité, là aussi, il faut appeler un chat et dire les choses avec lucidité et objectivité. Quelle immigration gêne l'extrême droite? Les musulmans. C'est ça qui gêne l'extrême droite. Il y a un moment, il faut le dire. Quand on a accueilli 5 millions d'Ukrainiens, vous avez entendu l'extrême droite? Non, mais Et donc, en fait, à un moment, vous avez une extrême droite dans ce pays qui, sans en utiliser les mots, en devenant les plus lisses possibles, pour faire croire qu'ils vont changer, n'ont en réalité pas changé. Et ils ont un problème avec les musulmans. Et ils essayent d'instiller dans l'esprit des gens une forme de rejet qui crée une atmosphère et un racisme d'ambiance et de situation qui est délétère. Et qui aujourd'hui crée d'ailleurs un certain nombre de difficultés pour des Français qui sont de confession musulmane et qui se retrouvent mis au banc de la société parce que pas dans la possibilité de trouver du travail, pas dans la possibilité de trouver un logement, parce qu'ils n'ont pas le bon nom, le bon prénom ou la bonne couleur de peau. Et c'est une bataille culturelle et politique qu'on doit mener face à l'extrême droite, en dénonçant de manière réelle quel est le cynisme de la politique qu'ils induisent dans l'esprit des gens. Merci. Et première chose, en fait, pour l'extrême droite espagnole, c'est plutôt l'indépendantisme qui a fait surgir l'origine de l'extrême droite. Après, il y a d'autres choses, mais c'est surtout ça. Et après, bon, je vous entends bien sur l'extrême droite, votre discours contre cette façon de son discours aussi, de sa part. Mais c'est une chose que j'entends depuis des années ici en France, et je vois que l'extrême droite est chaque fois plus nombreuse. Et on voit ça reflété dans une petite histoire qu'il y a eu l'autre jour. Et cette dame qui était dans son... qui est allée, lui, qui est Madame Le Pen, et que tout d'un coup, on l'a mis en place des restos d'hiver. Et moi, je pensais, mais là, les petits enfants, je ne les vois encore. Donc, ma question est, quel est votre discours quand vous vous promenez dans tous ces villages pour les convaincre, puisque les préoccupations ne sont pas l'immigration? Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils abandonnent l'extrême droite, pour se verser sur vous ou sur d'autres, avec des marques républicaines? Le problème, ce ne sont pas les électeurs de l'extrême droite, d'ailleurs. Vous avez raison de poser la question de la sorte, et c'est là où j'espère que cette dame qui a parlé à la télévision pourra être réintégrée au Resto du Cœur, parce que ça y est, c'est fait. Le problème n'est pas les électeurs, le problème c'est l'offre politique qui est proposée et la duperie qui est proposée par l'extrême droite. Nous, ce sont des réponses sur le fond qu'on doit apporter. Quand vous êtes aujourd'hui une femme seule, bien souvent divorcée, avec des enfants à charge, que vous avez un salaire qui ne vous permet pas de vivre dignement de votre travail, que vous êtes totalement asphyxié, que vous n'avez plus personne pour vous tendre la main ou pour vous aider, à un moment donné, vous vous tournez vers des gens qui peuvent vous dire que le responsable est ailleurs, que l'étranger a plus d'aide que vous. Combien de fois est-ce que je l'ai entendu ça? Des gens qui me disent, mais attends, moi je travaille, j'ai droit à rien, mais lui, l'étranger qui arrive, là, il aurait droit à ci ou à ça, ce qui n'existe pas. Tout ça, on a instillé dans la tête des gens des mensonges à répétition que certains ont cru et qui pensent que certains, par oisiveté, pourraient gagner ce que... Et je crois que c'est un discours dont on doit reprendre le sens des choses. C'est un combat politique que nous n'avons plus mené. Je vais vous dire, c'est une bataille culturelle. Parce qu'en fait, on a cédé et on a reculé peu à peu sur chaque digue qui ont été menées. Il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen parlait d'insécurité, la gauche a cédé le terme de sentiment d'insécurité. Je vais vous dire par exemple sur le sujet de la sécurité. Il n'y a pas d'un côté la sécurité et de l'autre le sentiment d'insécurité. Si vous êtes en insécurité, vous êtes en insécurité. Et le rôle de la gauche, c'est de répondre à la question de la sécurité, aussi partout, pour tous, tout le temps. Vous voyez? Et ça, on a perdu 20 ans. Ce que je viens de vous dire là en l'espace de 2 phrases, on a perdu 20 ans, nous, la gauche. De la même manière, sur les nouveaux travailleurs pauvres dans ce pays,
mais ils doivent être accompagnés. Et nous, ce qu'on dit, c'est que celui qui est responsable de la situation de mauvaise redistribution des richesses en Europe, dans le monde, en France, c'est pas soi-disant l'immigré qui, au bout de la rue, aurait soi-disant une allocation de 450 € par mois, parce que c'est de ça dont on parle avec le RSA, par exemple, qui est un problème. C'est Carlos Tavares qui va gagner 37 millions d'euros par an et qui ne va pas redistribuer les richesses et payer plus d'impôts que ce que vous et moi nous en payons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays et en Europe, il vaut mieux être rentier ou héritier que travailler. Voilà la vérité. Ben, c'est ces combats politiques-là qu'on porte. Et c'est comme ça qu'on ira reconvaincre aussi les gens. En amenant la politique à eux et en leur disant que la politique peut amener des réponses concrètes. C'est long, c'est un travail de fond. Et donc il faut rompre les habitudes finalement. Et puis on gauche droite. C'est aussi ça, hein, la réalité, c'est qu'on a cette espèce de 40 années de mondialisation pseudo-heureuse. Heureuse pour qui? Heureuse pour qui en fait? C'est-à-dire qu'on a fait croire, comme ce que disait Pierre, il y a eu plein de bons chiffres qui ont été mis comme ça dans la tête des gens. Trop d'impôts, tue l'impôt. Il y a trop, des fonctionnaires, il y en a trop. Et tout ce qui faisait du bien fondamentalement à la société, dans le sens où, de vivre ensemble, a été décrédibilisé. Et ça a été des vagues de désindustrialisation. Et ce que je dis toujours, la désindustrialisation, c'est un drame. Parce que ça raye de la carte des territoires entiers. Et c'est un drame aussi parce que ça raye le fait qu'il y ait des salariés qui soient syndiqués ensemble, etc. Donc ça vous balaye aussi les corps intermédiaires. Et en plus, en France, on n'a pas le même rapport que dans nos pays aux syndicats, etc. On n'est pas un pays on est souvent dans la rue, on parle très très fort, mais on n'est pas un pays syndicalisé, par exemple, ce genre de choses. Donc tout ça a été un petit peu balayé, et quand on vous fait comprendre que vous êtes has-been, que c'est fini l'industrie, que vous allez devoir travailler ailleurs, que ceci, que cela, en fait, on détruit un peu de cohésion sociale, on fait croire qu'en fait, il n'y a plus de clivage gauche-droite, qu'il n'y a plus je ne suis pas marxiste, mais j'ai utilisé un terme de classe, il n'y a plus des classes quelque part finalement, etc. Et bien qu'est-ce que vous faites? Ça permet justement de donner un boulevard à tous ceux qui disent le problème c'est pas forcément celui qui est au-dessus, le problème c'est pas un clivage gauche-droite, le problème c'est ton voisin. Et voilà, et ça permet de dire regarde ton voisin est effectivement musulman, parce que c'est ça en fait la réalité, regarde tout ce qui va toucher, etc. etc. Voilà, ça permet de créer aussi cette petite musique, et c'est pour ça qu'il faut revenir sans outrance, mais à des choses qui sont justes en fait. Les riches doivent payer leurs impôts, par exemple, tout simplement. Des trucs en fait qui sont frappés du coin du bon sens et qui nous permettra à tous de vivre mieux. Les riches doivent payer leurs impôts. La réponse, s'il vous plaît, du Parti socialiste concernant les préoccupations des agriculteurs français vis-à-vis des imports non taxés ou pas suffisamment des céréales d'Ukraine, et dans le même temps les préoccupations des agriculteurs européens. C'est quoi la réponse précise à ça? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire ce slogan « Réveiller l'Europe » ? Alors, sur la question de l'Ukraine et notamment du poulet aussi ukrainien, parce que j'ai vu que le poulet ukrainien devenait un sujet. C'était un peu... c'est le nouveau plombier polonais. Voilà, un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que le marché européen n'est pas inondé par le poulet ukrainien. En revanche, je pense que par le poulet brésilien, si la mémoire est bonne, etc., oui, par contre, il l'est. Donc le problème, il n'est pas là. Et par ailleurs, les autorisations qui ont été mises en place, il y a plein de garde-fous, hein, je rappelle. Et puis ensuite, il faut aussi quand même se rappeler qu'on est un pays très riche et qu'on a les moyens d'aider nos agriculteurs et les Ukrainiens. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est ce qui nous caractérise, nous, à Place Publique et au Parti Socialiste, c'est qu'on ne choisit pas l'un ou l'autre. Voilà, on sait qu'on peut aider tout le monde. On peut aider les Ukrainiens et on peut aider les agriculteurs français. Par ailleurs, moi je trouve ça assez marrant, non pas d'éthique à vrai dire, de faire comme si la crise agricole dans ce pays était quelque chose de tout à fait nouveau et qu'il était lié aux Ukrainiens ou au Green Deal, sachant que le Green Deal n'a pas été encore totalement implémenté en France. Voilà. Ça fait quand même... Moi je suis née en 79, j'ai 45 ans. Depuis peu de temps, faut que je me passe. 45 ans,
je vois des agriculteurs en galère depuis que je suis née. J'ai grandi dans une famille où mes grands-parents étaient dans les Ardennes. Voilà. Je vois des céréaliers qui vont globalement bien et je vois des petits agriculteurs qui ne vivent pas bien. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est malheureusement terriblement instrumentalisé, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Et il va falloir à un moment aider les agriculteurs aussi parce que quand on parle de la construction européenne, il y a 2 piliers à la construction européenne. Il y a quoi? La question énergétique, mais il y a aussi l'agriculture, après la Seconde Guerre mondiale, où l'agriculteur est vu vraiment comme celui qui va permettre de nourrir les Européens. Sauf qu'il y a une espèce de contrat qui a été cassé avec les agriculteurs sans que ça se soit dit. On les a tous poussés, notamment en France, vers de la modernisation, vers de l'endettement, etc., etc. Puis après, on leur dit, ah ben non, finalement, c'est pas tout à fait ça le modèle, il va falloir en changer, mais on ne prend pas non plus la bonne trajectoire, on n'y va pas vite. Les agriculteurs, taux de suicide extrêmement élevé dans notre pays chez les agriculteurs par rapport aux autres professions. Et c'est pas les normes, hein. C'est les revenus, hein. C'est le fait qu'ils soient endettés et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Voilà. Donc, la question ukrainienne a bon dos, je trouve, et par ailleurs, quand on est de gauche, il y a un truc qui s'appelle être internationaliste, c'est un truc qui dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc on ne pointe pas du doigt un pays qui plus est en train de se battre pour nous. Réveiller l'euro. Réveiller l'Europe. Je vais répondre, moi je vais partir en 5 minutes. Ouais, moi Voilà, aussi. c'est ce que j'allais dire qu'on va faire après, juste des questions très rapides, parce que monsieur Véronène a eu sur Et on répondra aussi à la vie. Juste relancer un petit truc rapidement. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes favorable pour une armée européenne unie, etc. C'est très bien. Mais est-ce que, selon vous, est-ce que l'Europe peut faire une guerre directe avec la Russie pour libérer l'Ukraine, ou il faut toujours l'Amérique faire une alliance stratégique pour éviter la 3e guerre mondiale? Et si vous êtes au pouvoir, les socialistes, est-ce que c'est pas plus simple que de faire rentrer l'Ukraine à l'OTAN, comme ça? Vraiment, ça sera avec l'article 7, la Russie ne peut pas s'approcher, sinon ce sera une vraie guerre mondiale. Voilà, c'est tout rapide. Nous, pour être très clair sur le sujet quand même, nous sommes des pacifistes. Hein. Ouais. La première des choses, nous sommes internationalistes, nous sommes pacifistes, et la première des choses, c'est que nous voulons œuvrer partout et par tous les moyens à retrouver la paix. Et je pense qu'il y a bien des moyens de retrouver la paix avant de lancer la guerre. Notamment pour ce qui est de la Russie. Il y a un moment, le gel des avoirs russes, s'il est utilisé, il n'est pas juste stocké, mais utilisé pour financer la défense ukrainienne, je pense que M. Poutine va commencer à réfléchir à 2 fois. Il y a un moment, on est dans un moment où on peut aussi isoler d'un point de vue économique un pays pour le faire revenir à la raison sans faire sonner les bombes, si je puis dire. Les forces européennes peuvent. Oui, mais c'est pas notre objectif. C'est ça que je. C'est juste d'envoyer des armes. Enfin, tout notre objectif, en fait, c'est d'éviter ça, d'éviter un embrasement. Et c'est pour ça qu'on dit envoyer les armes. Allez-y, posez votre question et je répondais sur Réveiller l'Europe. Alors, on dit le Parti socialiste, ce qu'il pense. Moi, je me pose des questions par rapport à Madagascar. Nous, on pense le Parti socialiste, ça fait longtemps, Olivier Faure, Monsieur Glucksmann, on croit maintenant que c'est le porte-parole du Parti socialiste. Est-ce que c'est le même Parti socialiste? Par rapport à l'immigration, il y a de l'immigration en France. Par rapport à Madagascar, il y a beaucoup de Malgaches qui viennent, en fait, qui vont et viennent. Mais l'immigration dont on parle, en fait, c'est les gens, les pauvres gens qui sont sur les tentes, les pauvres gens qui se noient. Et chaque fois, vous êtes tous les partis parlent de l'immigration, mais les gens immigrent parce qu'il y a de l'exploitation dans les pays. Et est-ce que quand les gens sont au pouvoir, est-ce qu'on pense aider ces pays-là d'une manière ou d'une autre, au lieu de penser tout le temps au profit qu'on fait? Il y a aussi, par rapport au racisme, je connais des gens qui habitent en Ardèche, justement,
il n'y a pas un seul immigré, 100 km autour, et qui sont racistes, qui ont peur des immigrés. Est-ce qu'on peut vous donner une question? Parce qu'on va vraiment être dans le Il va partir. Donc, voilà, j'ai noté plein de choses. En tout cas, par rapport, si vous étiez au pouvoir, que pensez-vous faire par rapport au profit, par rapport au... L'aide au développement, par exemple, parce que c'est ce que vous dites. L'aide au développement fait partie des sujets qui ont été totalement mis de côté par la France et pas suffisamment accompagnés par l'Europe. On sait aujourd'hui que les effets du dérèglement climatique, que les famines, que les inondations, que ce qui peut se produire partout dans le monde va produire des migrations qui seront de plus en plus grandes. Et donc en fait c'est une vue de l'esprit, c'est ce que vous disiez Aurore tout à l'heure, de croire que les migrations, et à l'échelle du monde et depuis toujours, elles ont toujours existé, n'arriveront plus sur le continent européen. Donc on doit les aider, on doit les accompagner et on doit aider aussi les pays à retrouver leur voie de développement, les aider quand ils en ont besoin. Et je pense qu'il faut le faire plus largement. Sur la question du racisme que vous disiez, vous preniez l'exemple de l'Ardèche, je connais très bien l'Ardèche. Vous dites, il n'y a pas un immigré, les gens peuvent être racistes, mais regardez la télévision qu'on a en France. Regardez CNews et Pascal Praud qui passe ses journées, matin, midi et soir, à déblatérer ces idioties permanentes en faisant croire aux gens qu'on aurait une submersion migratoire qui arriverait et qui serait aux portes de leur petit territoire. Et quand vous avez des gens dans des territoires qui sont isolés, qui ont déjà perdu leur industrie, qui ont une agriculture qui est affaiblie, qui ont des services publics qui sont en difficulté, on leur dit, en plus de ça, vous allez être envahis. Enfin, les gens sont dans une situation de repli. Vous êtes dans ces moments de situation de repli. Et donc je pense qu'il faut reprendre cet axe et ce combat politique en expliquant les choses et en allant en frontal sur ces sujets, sans avoir peur et en étant en frontal. Et c'est, vous voyez monsieur, en partie ce que ça veut dire réveiller l'Europe. Et réveiller l'Europe, c'est réveiller les consciences. Réveiller face à la naïveté européenne qui nous tient depuis des décennies, qui nous laisse dans cette forme de concurrence libre et non faussée. Vous savez, nous sommes finalement les derniers à rentrer, je vais vous dire ça en toute laïcité, dans la grande église de la mondialisation. Et puis on y va tous les dimanches, et puis on se retourne, et il n'y a plus que les Européens. Parce qu'en fait, dans la grande église de la mondialisation, avant, il y avait les États-Unis, il y avait le Canada, il y avait la Chine, puis ils sont tous partis. Puis nous, on se regarde, on dit, mais quand même, la concurrence libre et non faussée, vous savez, ce grand dogme-là qu'on a inventé. Et on est les derniers croyants d'une religion qui n'existe plus. Et donc, on va aujourd'hui réveiller les consciences de tout ça. C'est ce qu'on porte dans cette campagne. C'est ça qui est de dire qu'on est dans un moment où on doit sortir l'Europe de la forme d'adolescence dans laquelle elle est. L'Europe doit enfin passer à l'âge adulte. Je fais une différence entre le Parti socialiste et la place. Elle est blonde et je suis du château. Non, mais aujourd'hui, on mène cette campagne, et ça rebondit aussi sur votre question. Vous disiez Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, mais on avance ensemble. Je dois dire, de manière assez simple, que depuis le début de cette campagne, qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, et qui va encore durer plusieurs semaines, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous sur les positions que nous prenons et que nous défendons. Nous sommes au point commun dans une campagne co-construite ensemble, dans une relation qui est parfaitement fluide. Et en fait, je vous dirais simplement, sans faire de langue de bois, parce qu'il n'y a pas de différence. Enfin, moi, je ne vois pas de différence entre nous dans cette campagne. Ah, mais parce que ça, c'est des histoires différentes des uns et des autres. Enfin, chacun a ses histoires, et puis la vie politique est longue. Mais si vous voulez, on pourra échanger le contexte, si vous voulez continuer les discussions. On ne dit jamais le score du match avant de jouer. Ce qu'on veut, c'est gagner.